Aujourd'hui, je suis avec Emmanuelle Turquet. J'ai rencontré Emmanuelle dans une formation qu'on fait toutes les deux pour nous aider à développer notre entreprise, hein, on peut dire ça. Et en fait, ça m'a vraiment intéressée ce qu'elle faisait parce qu'elle utilise un moyen très différent du mien pour accompagner les gens dans leur épanouissement et dans leur plaisir. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que j'ai vu, elle va nous dire un peu. Hein. Et c'est la cuisine. Et donc je sais que la cuisine ça parle à tout le monde, donc je suis sûre que ça va vous parler aussi. Et je me demandais comment est-ce que la cuisine pouvait être un vecteur de peut-être, je sais pas, peut-être développement personnel ou aussi d'épanouissement. Comment est-ce que... alors en fait je me suis posé plein de questions sur est-ce qu'elle apprend à faire des recettes, est-ce qu'elle elle apprend à acheter les bons produits, et alors il semble que ce soit un peu différent de ça, ce qu'elle fait. Hein? Complètement. Bon, donc voilà, alors je vous présente Emmanuelle Turquet. Bonjour. Et elle va vous expliquer ce qu'elle fait. Voilà. Donc voilà. Alors, moi je m'appelle donc Emmanuelle Turquet, je suis la fondatrice de la cuisine thérapie en France. Alors la cuisine thérapie c'est quoi? C'est utiliser la cuisine sans recette, j'insiste beaucoup, pour accompagner des gens, comme tu le disais Cécile, vers le mieux-être, vers le fait de mieux se connaître. Quand on suit des recettes, on est tenté d'avoir un objectif de résultat en tête. On est souvent complexé parce qu'on va peut-être pas y arriver aussi bien que prévu. Et du coup, le fait de passer sans recette et d'être connecté avec sa créativité, avec son imagination, avec son envie du moment, et ben, ça va libérer de cet objectif de performance. Et ça va permettre, par le biais de la créativité et par ce détour un peu ludique de la créativité, et ben, de laisser émerger d'autres choses et de voir en quoi la cuisine, quand on prend le temps de l'interroger et de se demander ce qui se passe pour soi, et ben, ça peut révéler des facettes de notre personnalité. Alors en fait, c'est ça moi qui m'a vraiment intéressée dans ta démarche, c'est cette idée de sans recette. Et surtout le fait de pallier à la demande de performance. C'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé parce que c'est quelque chose dont je parle beaucoup à mes élèves qui sont souvent viennent avec l'idée qu'il va falloir faire les choses parfaitement, ils veulent un résultat parfait pour épater la galerie ou s'épater eux-mêmes. Et ils voient le moindre défaut, la moindre petite bosse, la moindre petite chose comme une catastrophe et un drame. Et moi je suis tout le temps en train de leur expliquer que c'est pas l'objectif, et que l'objectif, si on se détend par rapport à la perfection et tout ça, on va avoir un résultat qui va être bien supérieur à la perfection. En fin de compte. Et donc ça m'a vachement intéressée quand j'ai regardé ton webinaire. C'est cette idée de ne pas rechercher la perfection, de ne pas rechercher le résultat et d'y aller comme ça à l'arrache. Et donc ça c'était vraiment très original parce que c'est vrai que y a d'autres personnes que je connais qui font du travail sur la cuisine et qui sont plus dans voilà, la recette, les solutions pour régler les choses quotidiennes et tout ça. Ouais. Donc ça c'était super. Et du coup je me demandais comment est-ce que t'étais venue cette idée de faire de la cuisine sans recette, parce que a priori on fait ça peut-être un peu naturellement. Par exemple on se dit ce soir on va manger des pâtes. Ouais. Donc on prend un plat de pâtes et puis qu'est-ce qu'on va mettre avec? On ouvre le frigo et puis je sais pas, un peu de beurre, un peu de fromage. Ouais. Mais ça va un peu plus loin que ça au final, ce que tu fais. Alors comment ça m'est venu? De façon très simple. Moi il y a quelques années quand je cuisinais, je m'y prenais des semaines à l'avance à compulser des livres de recettes, à me demander ce que j'allais faire pour inviter et pour faire plaisir à mes invités. Du coup c'était à la fois un plaisir bien sûr parce que j'aimais cuisiner, et j'aime toujours d'ailleurs, mais en même temps je mettais le réveil plus tôt, j'avais à cœur de tout faire, donc j'étais quand même un peu perfectionniste, voire contrôlante d'ailleurs en cuisine. Je refusais que mes invités m'apportent le dessert par exemple, je voulais vraiment tout faire de moi toute seule de A à Z. Ça me rappelle des choses, je crois que j'étais comme ça. C'est vrai. Et en fait un jour je suis partie en Nouvelle-Zélande, loin de tout, et aussi loin de mes recettes. En voyage ou... En voyage mais privé, enfin voilà, j'avais envie de faire un break, donc j'ai pris 3 mois pour partir en Nouvelle-Zélande. Un break longue durée. Vous voyez comme quoi il faut se faire plaisir parfois. Exactement. Et du coup là-bas j'ai appris à cuisiner en me connectant à ce que je ressentais. Et t'as appris avec qui? Mais toute seule, j'ai appris à cuisiner différemment en fait. Parce que comme tu étais toute seule, là-bas dans un autre endroit. Voilà, puis il n'y avait pas de recette. Et ben je me suis dit tiens, j'ai pas ma recette pour faire tel plat, et ben allez c'est pas grave, j'essaie.
Et en fait, je me suis rendu compte que quand on cuisinait sans recette, eh ben, on lâchait prise avec plein de choses et on laissait émerger plein de choses de notre personnalité. Et en fait, moi qui étais perfectionniste et contrôlante en cuisine, qui n'était pas du tout intuitive, qui était très cérébrale à me dire comment je vais faire ça, comment je vais présenter tel plat et tout, je me suis rendu compte en rentrant en France que j'étais moins perfectionniste, moins contrôlante, plus spontanée, plus créative, plus intuitive. C'était il y a combien de temps ça? Ça, c'était en 2012. Je suis rentrée à fin 2012. Donc c'était en plein dans le début des émissions de télé. Ah non, on était déjà bien dans les émissions de télé, les émissions culinaires, je pense que c'est à ça que tu fais référence. Les trucs où parce que je te vois, tu dis oui, je me disais comment je vais présenter, tout ça. Donc là, il y avait vraiment la démarche de faire le truc qui allait épater la galerie, la performance technique. C'est ça. Et j'en avais marre de tout ça, même si j'ai jamais regardé d'émissions culinaires. Mais c'est vrai que je me disais, mais c'est pas possible. Le principe de cuisiner pour des amis, c'est le partage, c'est le moment convivial qu'on va passer. C'est pas se prendre le chou pour savoir si l'assiette présentée comme ça, elle va être plus jolie que présentée comme si. Prendre le chou, c'est justement le mot. C'est ça, exactement. Et du coup, en rentrant de Nouvelle-Zélande, je me suis rendu compte que j'étais moins perfectionniste, moins contrôlante et que ça dépassait largement le cadre de la cuisine. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'utiliser la cuisine sans recette pour aider des personnes à mieux se connaître et aller à la rencontre d'elles-mêmes finalement. Mais enfin, donc d'accord, tu décides, tu te dis tiens, j'ai découvert un truc qu'on peut vraiment faire. Et alors, comment tout à coup tu te dis que tu vas faire ça avec les autres? Tu t'occupais déjà des autres avant? Pas du tout. Non, j'avais un passé professionnel complètement différent. Moi, j'ai bossé 15 ans chez Engie, donc un grand groupe industriel, plutôt sur des sujets marketing, communication, gestion de projet, donc rien à voir. Et vraiment, je partais en Nouvelle-Zélande aussi avec cette optique-là, de me dire j'en ai marre de mon boulot, j'ai envie de passer à autre chose, je vais me mettre au vert et il y a bien quelque chose qui va venir. En fait, il n'y a rien qui est venu en Nouvelle-Zélande puisque j'ai été obligée de faire un bilan de compétences au retour, mais comme quoi, quand on sent que c'est le moment, il faut aussi se donner le temps de... Il n'y a pas rien qui est venu. Si, il y a eu cette prise de conscience qui a été fondamentale, mais je ne me suis pas dit tout de suite en rentrant, c'est ça que je vais faire. Ah oui. Il y a d'abord eu un bilan de compétences pour faire maturer, mûrir tout ça, pour le métaboliser presque. Parce que tu n'avais pas fait la connexion entre cette prise de conscience et la possibilité d'en faire un travail. Exactement, tu as tout compris. Okay. Et du coup, à l'issue de ce bilan de compétences, je me suis dit, non mais en fait, vu comment j'ai changé ces derniers mois, vu que je vois quel est le driver, c'est le séjour en Nouvelle-Zélande et ma nouvelle relation à la cuisine, et si j'accompagnais d'autres personnes dans cette démarche-là. Et là, du coup, je me suis formée parce que j'étais prête à démissionner, donc cette fois-ci, je me suis dit, bon, bah, pas de bêtises, tu prépares ta reconversion. Donc je me suis formée en art-thérapie, en relation d'aide. Parallèlement à ton travail. Voilà, en même temps que je terminais mon contrat chez Engie, je me formais pour préparer la suite. Ah, génial. Et donc tu as évalué les choses qu'il fallait que tu apprennes, enfin auxquelles il fallait que tu te formes pour pouvoir faire de cette découverte sur la cuisine pour pouvoir en faire quelque chose. Au début, tu savais pas trop ce que tu allais en faire. Alors en fait, tu t'es dit tout de suite, tiens, c'est de la thérapie en fait. Tout de suite, ça a sonné sur l'art-thérapie. J'ai tout de suite fait le lien, même si je connaissais pas très bien l'art-thérapie. Ok, tu n'en avais jamais fait. J'en avais jamais fait, mais je me suis dit, mais creusons l'art-thérapie. Donc tout de suite, j'ai décidé de me former à l'art-thérapie. Et effectivement, c'était très juste comme idée, puisque l'art-thérapie, peut-être pour tes auditeurs qui ne connaissent pas forcément, l'art-thérapie, c'est utiliser un détour par un médiateur artistique. Ce médiateur, ça peut être la peinture, la sculpture, la danse, le théâtre, l'écriture. Et la tapisserie. Ou la tapisserie. Ce qui est, j'avoue, souvent des choses qui se passent dans ce sens-là dans mes ateliers. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a cette question qui se pose. Exactement. En quoi c'est thérapeutique aussi? En quoi c'est thérapeutique? Parce que justement, l'art-thérapie, c'est ça. C'est faire ce détour créatif-là pour débrancher avec la tête. C'est ça qui est fondamental. Quand on est en créativité, on ne peut pas être dans le mental. C'est soit l'un, soit l'autre. Et du coup, laisser émerger des choses et puis questionner ce qui s'est passé pour soi, comment on s'est senti dans ce processus créatif, qu'est-ce qu'on a envie d'en dire. Et c'est ça. Mais qu'est-ce que tu parles bien. Je rigole. Mais c'est vrai. Mais attends, tu dis des trucs. Tu dis la créativité, c'est se débrancher intellectuellement. Mais moi, j'ai mis... Moi qui fais de la création de sièges depuis 25 ans, j'ai compris ça, mais sans avoir mis de mots, il y a 6 mois ou 12 mois, un truc comme mais ça. Parce que toi, tu j'avais pas mis ces mots, et c'est exactement ça en fait. Le jour où tu débranches l'aspect intellectuel,
et ben là tu vas vraiment dans la création et ça. Dans le corporel, dans le sens. Et par contre, j'arrivais à l'expliquer à mes élèves, mais je comprenais pas le mécanisme. Toi, tu viens de l'expliquer. Merci. Et ben, j'arrive à te l'expliquer parce que moi, à la différence de toi, je suis une mentale, donc une grosse cérébrale. Donc moi, la créativité zéro, il y a encore quelques années. Et du coup, je me suis bien rendu compte que ce qui m'obérait dans ma créativité, ce qui m'empêchait d'y aller, c'était que j'avais un mental, j'étais tout le temps en train de me dire, ah oui, mais là c'est nul, là ça donne rien, là, comment tu peux t'imaginer que ça va être intéressant, enfin, toujours à me juger par rapport à de la créativité. Parce que j'ai été élevée dans une famille où la priorité était donnée aux maths, aux français, aux langues étrangères et pas du tout aux arts plastiques, aux dessins, etc. Donc du coup, je me suis construite comme ça. Cette histoire de... là, tu vois, tu viens de dire que... à chaque fois, tu arrivais à l'idée qu'il fallait que tu jugeais, et ça, on va penser que c'est bien ou pas bien, ou moi, je pensais que c'est bien ou pas bien. Mais est-ce que c'est pas aussi quelque chose que tu voyais beaucoup, que tu vivais beaucoup dans ton travail? Dans le travail, oui, on le vit nécessairement. Dans l'entreprise, c'est beaucoup comme ça. C'est beaucoup comme ça c'est clair. Mais dans une entreprise comme les grands groupes qu'on a cités tout à l'heure, la marge de créativité, elle est quand même faible, finalement. Bah oui, c'est pour ça. C'est double peine, en fait. Voilà, donc dès que tu essayes de sortir du cadre, ça va plus du tout. C'est ça. Et du coup, j'ai trouvé vraiment dans l'art-thérapie et dans la cuisine-thérapie, bien sûr, une renaissance, quoi. Le fait de se faire confiance, d'écouter sa petite voix intérieure, de ne pas être du tout dans les injonctions, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Dans un atelier de cuisine-thérapie, quand les gens me demandent, et à ton avis, ça, je peux le faire, je leur dis, mais moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est juste là? Qu'est-ce qui sonne juste au creux de ton ventre par rapport à ça? Et donc, c'est vraiment inviter les personnes à chaque fois à se recentrer sur elles, parce que c'est elles qui ont les réponses finalement. C'est incroyable parce que là, ce que tu dis sur tes ateliers, tu vas nous en parler, nous expliquer comment ça se passe, mais les 2-3 choses que tu viens de dire, c'est vraiment quelque chose que je vis tout le temps, moi, dans mes cours. On me demande, parce qu'on pense que c'est moi qui ai la science, et alors effectivement, mais moi je connais juste des choses techniques uniquement. Mais il faut dépasser ça, et sentir et s'approprier les choses, et les matières, et la nourriture c'est pareil, il faut s'approprier les aliments, les couleurs. Tout à fait, tout à fait. Et puis se libérer, s'émanciper, encore plus peut-être pour la nourriture, de tout ce qui est injonction diététique, règles à respecter, etc. Moi j'ai des personnes en atelier qui me disent, ah non, ça ne se mélange pas avec ça. Et du coup je leur dis, ah bon, qui c'est qui a dit ça? Et qui a dit ça? Et ça vient d'où cette croyance-là? Et en fait, on se rend compte, mais moi, tout pareil, je fais partie du lot, on a des croyances par rapport à l'alimentation, par rapport à ce qu'il faut faire, et ce qu'on doit faire, etc., qui sont très fortes. Et le propre d'un atelier de cuisine-thérapie, c'est justement de dire, débranchez-la, connectez-vous à votre ventre et faites exactement ce que vous avez envie de faire. Lâchez avec l'objectif de résultat, lâchez avec les règles qu'on vous a inculquées et faites-vous juste plaisir. Écoutez votre imagination, comme quand vous étiez haut comme 3 pommes et que vous créez des scénarios avec des Playmobil, des Barbie ou je ne sais pas quoi. Revenez-vous vous connecter avec cette âme d'enfant finalement. En fait, je bug parce que pendant que tu parles, je regarde le livre et je vois marqué 70 expressions culinaires pour aller mieux, et elle vient de dire quand vous étiez haut comme 3 pommes. C'est vrai que j'en utilise beaucoup. Et alors, je sais pas, je n'ai pas vu son livre, mais il y a ces expressions dedans? Cette expression n'est pas dedans. Alors figure-toi que c'est rigolo que tu en parles, parce que c'est vrai que je me rends compte que j'utilise de plus en plus d'expressions culinaires. Je suis un peu... il y a une déformation professionnelle, j'ai envie de dire. Ça, c'est un bouquin que j'ai écrit, donc 70 expressions culinaires pour aller mieux. De la sagesse populaire à la cuisine-thérapie, c'est je suis convaincue que quand on se définit en disant moi je suis du genre à pas trop marcher sur des œufs, versus quand on dit ah non mais moi je suis du genre à ne pas y aller avec le dos de la cuillère, on est 2 personnes fondamentalement différentes. Et donc l'idée c'est de se dire les expressions culinaires parlent de nous. Te reflète. Nous reflète. Que exactement. Les expressions que tu utilises, en général, tu veux dire qu'une personne qui va dire j'y vais pas avec le dos de la cuillère ne va pas dire l'autre qui était. Ne pas marcher sur des œufs. Tu vois, j'y arrive même pas, puisque moi c'est plutôt le premier. Tu vois. Voilà, pas avec le dos de la cuillère, ça c'est moi. Mais ça, c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a des expressions qu'on utilise qui sont un peu notre signature, notre marque de fabrique, et qui parlent de notre tempérament, de notre personnalité et tout. Alors évidemment, il y en a qu'on utilise de façon purement conjoncturelle, parce que c'est à ce moment-là, c'est celle qui vient et tout. Mais globalement, et je fais ce travail souvent avec mes clients, quand je leur demande de choisir au hasard une expression culinaire, comme par hasard, mais c'est par hasard, c'est l'expression culinaire qui a quelque chose à leur dire en ce moment-là. Donc moi je voudrais savoir pourquoi les gens viennent et qu'est-ce qu'ils viennent chercher.
Et puis après, tu vas nous expliquer comment ça se passe. Comment se passe un atelier. Alors, pourquoi les gens viennent? Pour plein de raisons. Parce que j'ai envie de dire, la cuisine thérapie, ça peut servir à tout le monde. En fait, est-ce que quand ils entendent thérapie, tout de suite ils se disent ah bah peut-être c'est une piste pour m'aider à aller mieux. Clairement, ils font le rapprochement quand j'utilise le terme thérapie, ça c'est sûr. Alors pourquoi ils viennent? En fait, il y a plusieurs profils. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils sont super perfectionnistes et ils aimeraient bien lâcher un peu prise. Ils se disent un peu, oh là, j'aimerais bien lâcher du lest là-dessus. Si je me mettais à la cuisine sans recette, voyons voir ce que ça va donner. Il y a d'autres personnes... Mais ils savent tout de suite que ça va être de la cuisine sans recette? Oui, mais dans mes outils de communication, je communique mon site, je spécifie là-dessus, évidemment. Ah oui, donc ça, du coup ils se disent, oh bah ça va être cool en fait. Ouais, ils se disent pourquoi pas. S'il y a un truc que j'ai envie de lâcher, pourquoi pas essayer avec la cuisine thérapie. Après, j'ai des personnes qui sont très cérébrales et qui du coup se disent, mais punaise, c'est pas possible, j'arrive pas à me faire confiance au plan corporel, j'arrive pas à suivre mes sensations, j'arrive pas à écouter mon intuition, essayons autre chose. Donc elles viennent du coup essayer la cuisine thérapie. J'ai des personnes qui sont speed, toujours dans le pilotage automatique, hyper stressées et tout. Et bien là, le fait de cuisiner sans recette, ça va les obliger à ralentir, à se poser, à s'interroger sur ce dont elles ont vraiment envie et à mettre autre chose dans leur rapport au monde finalement. Après, j'ai des personnes qui sont convaincues qu'elles ne sont pas du tout créatives. Et bien celles-là, quand on les met en cuisine sans recette, elles se rendent compte qu'en fait, c'est moi qui l'ai fait. Tu sais, la fameuse pub, là, je sais même plus de qui se disent, c'est pas possible, je suis capable de faire un truc pareil. D'autres personnes encore qui ont une relation compliquée avec la nourriture. Avec la nourriture ou avec la cuisine d'ailleurs, qui ont diabolisé certains aliments ou qui ont vraiment du mal à passer derrière les fourneaux, ben, le fait d'avoir une relation un peu déculpabilisée et décomplexée avec la cuisine dans le cadre d'ateliers un peu ludiques, ça va les aider à revoir un petit peu leur façon de fonctionner. Et puis aussi en dehors du cadre familial, peut-être du cadre intime et exactement, tout ça. Ça joue énormément. Du coup, il y a plus de choses qui peuvent s'exprimer. Exactement. Et puis, il y a aussi des personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui manquent d'estime d'elles-mêmes, qui sont tout le temps en train de se comparer par rapport aux autres, qui ont l'impression qu'elles sont nulles, qu'elles font toujours moins bien que les autres. Et bien là, le fait de s'exposer justement au regard d'autres, d'autres participants ou d'autres avec l'animatrice que je suis, ça les aide justement à se reconsidérer, à revoir l'image qu'ils portent sur eux-mêmes. Et les ateliers, ils ont lieu quand? Alors, un peu à la demande en fait. Donc les gens, ils t'appellent? Ils m'appellent, voilà, c'est ça. Donc c'est aussi bien en semaine, en soirée, en week-end. Les gens viennent en m'exposant très brièvement pourquoi est-ce qu'ils ont envie de venir à un atelier de cuisine thérapie. C'est des ateliers qui durent 3 heures et dans lesquels il y a plusieurs séquences. Il y a d'abord une séquence que j'appelle d'échauffement sensoriel. Donc là l'idée c'est bien sûr de débrancher, hein, de s'apprêter à accueillir la créativité. Et alors tu fais quoi par exemple? Typiquement ça peut être des dégustations, des séquences de visualisation, de méditation, de tout ce qui peut permettre de lâcher. Et ils sont prêts à ça quand ils arrivent? Tous, ils sont d'accord d'accepter ça? Oui, plus ou moins, certaines personnes se lancent avec plus ou moins de facilité, mais globalement, comme dans le cadre que je pose en démarrage d'atelier, je pose, essayez de jouer le jeu, même si vous ne comprenez pas où on va, même si vous ne savez pas ce que ça va donner, même si ça vous paraît un peu bizarre, déstabilisant, essayez de jouer le jeu. Mais du coup, quand on pose cette règle, les gens essayent en effet de jouer le jeu. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et donc après cette phase un peu sensorielle, il y a vraiment la phase créative proprement dite, donc en cuisine, ou avec d'autres outils autour de la cuisine, typiquement les expressions culinaires dont on parlait tout à l'heure. Et là, du coup, ces personnes vivent vraiment la créativité. Donc, les vertiges et les affres de la créativité, quand on se retrouve, comme tu le sais, devant une page blanche, à se dire, là, je ne vois pas du tout ce que je vais faire. Ou alors, du coup, la sensation que faut se mettre en mouvement, il faut se jeter à l'eau et il y a quelque chose qui va émerger. Et puis après cette séquence créative, il y a un débrief pour que la personne puisse mettre des mots sur ce qu'elle a fait et puisse verbaliser comment c'était pour elle, comment elle s'est sentie dans le processus créatif, qu'est-ce qu'elle a envie d'en dire, comment elle se sent en regardant sa production, etc. Donc c'est en fait cette alternance entre je fais et je ne réfléchis pas, je suis uniquement dans la créativité, donc j'ai lâché la tête, et puis après la séquence de débrief où j'essaye de verbaliser ce qui s'est passé, qui fait qu'il y a des pépites qui émergent, quoi. Il y a des choses incroyables. Moi je suis stupéfaite, ça fait 4 ans que je fais ça, enfin j'entame même la 5e année, de voir ce qu'on peut faire émerger avec 2 carottes et 3 courgettes, quoi. C'est sidérant, je trouve. C'est vrai. Vive la carotte, vive la courgette! Ça et tout le reste, mais c'est sidérant avec quelques ingrédients de voir à partir du moment où on lâche la tête et où on est dans la créativité, comme tu sais si bien faire, et où on met de la conscience sur ce qu'on vient de faire, ce qui peut émerger. Ouais, et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont du mal à faire ça et à arriver à ça. Et le fait d'utiliser, moi je le vois pour ma discipline,
le fait d'utiliser un détour avec par exemple la cuisine ou une activité artisanale voilà, qui peut être un loisir créatif comme ça, et ben en fait comment dire, ça détourne l'attention sur justement toujours le besoin de contrôler le jugement. On est dans le flow, tu sais, le fameux flow, F-L-O-W, c'est-à-dire qu'on est complètement happé par ce qu'on est en train de faire et le temps défile sans qu'on s'en rende compte. C'est déjà l'heure. Voilà, c'est exactement ça. Et moi j'ai des ateliers de 3 heures et on pourrait dire de prime abord 3 heures c'est long. Et en fait les gens me disent ah c'est déjà fini. Enfin, il y a vraiment, il y a comme une parenthèse créative qui fait qu'on oublie un petit peu tout ce qu'il y a autour de nous pendant ces 3 heures. Super, tiens, c'est un beau travail. Et je trouve que c'est fou parce que finalement c'est toi qui as inventé ça. Ouais. Personne ne fait ça dans le monde. Alors je me suis rendu compte il y a 2 ans qu'il y avait une américaine qui faisait ça dans le Minnesota, je crois, je ne sais même plus, mais vraiment de façon très artisanale, comme moi il y a 2 ans d'ailleurs, donc vraiment des ateliers avec des personnes dans son rayon, dans son périmètre autour de chez elle. Mais non, ça n'existe pas. Et c'est sidérant parce que ça paraît tellement évident en fait. Et elle appelle ça aussi cuisine thérapie. Elle appelle ça cooking therapy, donc la même chose. Ouais. Mais je m'en suis rendu compte, je te dis, j'avais déjà créé, j'étais déjà bien lancée, j'avais déjà écrit les bouquins et voilà. Et donc tu fais des formations, donc tu fais des ateliers pour le public, mais tu formes des gens à la cuisine thérapie. C'est ça. En fait, depuis plus de 4 ans, j'ai accompagné 1000 personnes en atelier de cuisine thérapie, que ce soit le grand public ou des publics spécifiques type maison de retraite, toxico, étudiants, etc. Donc là, tu vas dans des centres. Voilà, dans des institutions. Et puis, j'ai fait aussi du coaching d'équipe, ou là, du coup, dans des entreprises, donc Casino, L'Oréal, La Poste, etc. Et c'est vrai que de plus en plus, ces dernières années, j'ai des personnes qui m'appellent en me disant « Moi, j'adore ce que vous faites, j'aimerais bien que vous me formiez à votre méthode. » Et ces personnes-là, c'est aussi bien des personnes qui sont déjà dans la relation d'aide et qui veulent finalement avoir une corde de plus à leur arc, donc trouver un nouvel outil, se différencier, se diversifier dans ce qu'elles proposent, dans leur accompagnement, que des personnes qui sont en reconversion et qui se disent mais c'est ce métier-là que je veux faire, c'est à cette activité que j'ai envie d'être formée. Et du coup, j'ai développé une formation en ligne, donc à distance, ce qui permet de la suivre à son rythme pour être formée du coup à la méthode cuisine thérapie. Et il y a du coaching aussi. Il y a bien sûr du coaching, parce que comme toi, il n'y a pas d'atelier du tout. Si, il y a un atelier à Paris, mais après effectivement il y a du coaching pour permettre aux gens de s'assurer qu'ils montent bien à bord de la démarche, pour les soutenir dans leur démarche, etc. Voilà, tout à fait. C'est vraiment une formation complète sur 6 mois. C'est ce que j'allais te demander, combien de temps? 6 mois. 6 mois, pour vraiment acquérir toutes les bases, sachant qu'après c'est aux personnes de s'approprier la méthode et de faire en sorte qu'elle colle à leur personnalité. Moi, j'ai pas envie de créer des clones Emmanuel Turquet, ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre cette méthode parce qu'elle est fantastique pour décrypter plein de choses, pour décoder plein de choses, et puis pour se transformer aussi, n'ayons pas peur des mots. Et moi, mon objectif pour demain, c'est qu'on pense cuisine thérapie comme on pense hypnose, sophrologie aujourd'hui, pour certaines difficultés de la vie, que ça soit vraiment, ça devienne un réflexe quasiment. Et pour ça, j'ai besoin de gens dans le réseau, j'ai besoin d'ambassadeurs qui portent la bonne parole avec moi et qui l'apportent avec ce qu'ils sont et pas avec l'obligation de suivre une méthode de A à Z. Voilà. Est-ce que tu les formes aussi à ce que moi j'appelle le côté thérapeute, scientifique, la psychologie, comprendre... Alors je sais pas, je crois que toi tu n'appelles pas ça comme ça. Non, moi j'appelle ça la relation d'aide, mais peu importe, c'est la même idée. Oui, effectivement, je les forme à la relation d'aide, puisque la cuisine thérapie, c'est pas uniquement un nouvel outil, c'est vraiment un nouveau métier, c'est s'approprier les clés d'un nouveau métier qui est le métier de l'accompagnement ou de la relation d'aide, on l'appelle un peu comme on veut. Et du coup, tout ce que j'ai appris moi dans mes formations pour me former à mon nouveau métier, quand j'ai quitté NJ, quand j'ai démissionné, eh bien je le retranscris dans cette formation qui est finalement une formation qui synthétise toutes les formations en art-thérapie, relation d'aide, process-com, PNL, analyse transactionnelle, pour vraiment donner toutes les clés aux personnes, parce qu'encore une fois, c'est un nouveau métier. Et il faut savoir comment réagir en cas de situation difficile, comment utiliser la reformulation, quels sont les blocages dans lesquels on peut être confronté, enfin toute la partie relation,
on fonctionne avec de la matière qui est l'humain, donc on est toujours, on ne peut jamais prévoir exactement ce qui va se passer. En fait, ça me fait super bizarre parce que c'est vrai que moi, je me retrouve beaucoup dans tout ce que tu racontes quand je regarde ce qui se passe dans mes ateliers. Mais je fais tout de manière très intuitive, certainement parfois très maladroite avec mon genre, quoi, avec mon style. Ça se passe toujours très bien, mais c'est vrai que ça ne m'était jamais venu à l'esprit que peut-être je pourrais me former à la reformulation, à la PNL, à des choses comme ça qui pourraient m'aider pour accompagner les gens. Mais peut-être que tu n'en as tout simplement pas besoin. Moi, ce qui est sûr, Cécile, on en avait déjà parlé, c'est que moi, la première fois que je t'ai rencontrée au téléphone, parce que notre premier contact, c'était un contact téléphonique, quand tu m'as expliqué ce que tu faisais, je me suis dit, mais cette nana, elle fait de l'art-thérapie. Sauf que tu n'utilisais pas du tout cette terminologie. Mais moi, ça m'est même jamais venu à l'esprit. Et en fait, pour tout te dire, pour te dire la vérité, moi, j'ai une formation à l'école des Beaux-Arts. D'accord. Donc, j'ai un diplôme des Beaux-Arts. J'ai passé donc 5-6 ans à faire du concept artistique et puis après à ne faire que ça pendant des années en essayant de transcrire ces concepts sur des fauteuils. Et donc pour moi, art-thérapie sans jamais chercher à me pencher sur le sujet, j'avais une espèce d'a priori négatif et de préjugés dessus. Et en fin de compte, qui fait que je me suis jamais penchée là-dessus. Et donc je me suis jamais dit, mais moi, mais par contre ce que j'ai vu c'est que dans mes ateliers, il y avait quand même autre chose qui se passait que juste apprendre à réparer des fauteuils. Et quand tu m'as parlé de ce que tu faisais, je me suis dit, mais pourtant c'est bizarre, elle fait cuisine-thérapie, elle dit que ça a émergé dans sa tête quand elle a fait une formation d'art-thérapie. Peut-être qu'enfin, ce que je fais, ça a un lien avec ça. Ça a plus qu'un lien. Mais moi, clairement. Et comme j'avais une espèce d'a priori sur ça, je n'ai jamais vraiment cherché. Mais dans le fond, quand je t'écoute parler, je me dis, mais mince, peut-être que... Tu le fais de façon innée, c'est ça qui est génial, c'est que tu fais... C'est comme Monsieur Jourdain, tu fais de l'art-thérapie sans le savoir. Mais vraiment, je pense que comme la créativité, comme la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur la créativité, je pense que tu fais ton métier de façon tellement intuitive et naturelle que tu fais de l'art-thérapie sans le savoir. Ouais, mais bon, en même temps, oui, je pense qu'effectivement c'est ça, mais c'est quand même un peu, un peu, parce que tout de suite, parce que je me dis que peut-être quand même il faut quand même, si tu prends conscience de ça, alors là peut-être que il faut que je comprenne un peu mieux de ce que c'est que d'accompagner les gens, enfin tu vois. Ouais, mais je pense qu'il n'y a pas de il faut. Si tu l'as fait, si tu l'as fait comme ça et que ça s'est bien passé, que tes clients sont contents, etc. Continue comme ça. Après, si l'envie te titille d'aller regarder dans des bouquins, de suivre des formations ponctuelles sur la relation d'aide, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, tu as largement prouvé que... En fait, je pense que ça me paraissait un peu futile, cette affaire d'art-thérapie. Parce que pour moi, je pense que ça a toujours été naturel. Et que les gens qui me disaient, mais moi je ne sais pas dessiner, je dis, mais si, tout le monde, c'est juste que tu as juste décidé que tu ne savais pas dessiner. Et que si tu enlèves cette idée, tu vas voir, tu sauras la faire, la fleur. Donc... c'est vrai que c'était pour moi naturel et que c'était... Et en fait, je n'avais pas conscience, c'est vrai que je n'avais pas conscience, et ça c'est mes élèves qui m'ont fait comprendre conscience de ça, qu'il y avait quand même une grande partie des gens dans notre monde qui ne s'autorisent pas et qui n'ont pas le droit d'être libres et de se sentir artistes. C'est ça. Alors que pour moi, c'est depuis que je suis enfant, c'est tout à fait naturel de fabriquer des choses de mes mains. Mais c'est vrai que moi, pour faire partie de ce monde que tu décris, c'est clair qu'il faut s'autoriser, comme tu le dis si bien, à sortir des sentiers battus, à faire des choses qui ne vont pas être parfaites, à faire des petits gribouillis qui ressemblent à rien et à se dire je suis contente de ce que j'ai fait. C'est tout un processus pour s'émanciper de ce qu'on s'est toujours dit ou de ce qu'on nous a toujours dit, et puis pour accepter de faire différemment. Et ça, mais c'est surtout s'autoriser. Pourquoi est-ce qu'il faut s'autoriser? C'est-à-dire que moi, je ne m'autorisais rien du tout, c'était là. Mais parce que pour toi, c'était naturel. Et pourquoi c'est pas comme ça pour tout le monde? Mais voilà, alors moi je peux te parler pour moi, je sais pas pourquoi c'est pas comme ça pour les autres, mais moi c'était pas comme ça parce que, encore une fois, j'ai grandi dans une famille où il y avait une formation qui était académique. Moi, ce qui intéressait mes parents, c'était les maths, le français et les langues. Le dessin, ils s'en contrefichaient. Si j'avais 18 ou 6 en dessin, c'était le cadet de leurs soucis. Et donc du coup, j'ai pas été encouragée dans ces compétences-là.
Tu allais pas au musée? On te disait pas Non. lire des livres? Alors si, lire des livres, oui, mais musée, non, j'habitais aux Antilles, donc c'est pas un truc que je faisais étant petite. Ouais, mais il y a quand même il y a de l'art tribal, enfin il y a des choses oui, quand même. mais c'était pas quelque chose que je faisais, tu vois, on allait plus à la plage qu'au musée quand j'étais gamine. Mais du coup, c'est vrai que pour moi, la créativité, ça naît d'un cocon qui est encourageant, qui invite à, qui, tu vois, c'est le parent nourricier. Je trouve que c'est tellement indispensable ça, pour être heureux dans la vie. Je te rejoins. Moi, je ne peux pas imaginer la vie autrement. Ouais. Mais ça, je te rejoins, bien sûr. Un moment de sa vie, s'autoriser, se dire, mais mince, dans toutes ces règles-là que j'ai autour de moi, dans toutes ces croyances, ok, bah, ce paquet-là, j'y adhère, je le garde, ça me convient. Ce paquet-là, j'y crois pas une seconde, je le jette. Il a plus sa raison d'être, je peux vraiment le mettre à la poubelle. Et puis ce paquet-là, il y a des choses à revoir. Il y a des trucs, ok, je suis à peu près d'accord, et d'autres où il y a des ajustements à faire. Et c'est du coup faire un petit peu ce tri un peu de ce qu'on est et décider de ce qu'on a envie d'être. En fait, ce qui est intéressant dans cette discussion qu'on a et de ce que tu fais aussi, c'est que voilà, le médium, toi ça passe par la cuisine, moi ça passe par le travail des matières pour fabriquer des objets. C'est-à-dire qu'en fait, on peut encourager les gens à trouver quelque chose qu'ils aiment, c'est ça. Mais ça peut être n'importe quoi. Exactement. Ça peut être du tricot, ça peut être bien sûr du jardinage, de l'écriture, des contes, tous les médiateurs art-thérapie. Même lire une histoire, lire les histoires, si vous aimez lire des histoires aux enfants, je me dis, si on y réfléchit, on peut en faire quelque chose qui va permettre de s'épanouir, de se faire du bien. Exactement. Moi, je dis souvent à mes clients, parce que moi, le mot créativité me faisait peur. Il y a eu des années... tu vois, c'est marrant. Pourtant, pour petite histoire, avant de créer la cuisine thérapie, j'ai eu pendant 4 ans une boutique de décoration et d'artisanat asiatique à Paris. Et je faisais évidemment ma vitrine moi-même, donc régulièrement je changeais la vitrine. C'était où? C'était à Paris, dans le 17e, rue des Batignolles. D'accord. Et les clients me disaient régulièrement, votre vitrine, elle est super. Et vous êtes vachement créative et tout. Et moi, à chaque fois qu'on me disait ça, je me retournais. Je me disais, mais c'est de moi dont on parle. De qui parle-t-on? J'avais beaucoup de mal pour t'expliquer à quel point c'était ancré le côté je ne suis pas créative. J'avais beaucoup de mal à entendre le compliment, votre vitrine est super, elle est hyper attrayante, etc. Et du coup, tout ça, ça se travaille petit à petit. Et du coup, moi, je prends vraiment le temps de réexpliquer à mes clients ce que c'est que la créativité. Alors peut-être qu'on n'aura pas exactement... Alors, qu'est-ce que tu dirais? Voilà. Alors moi, la créativité, je dis que c'est une compétence qu'on a tous. Mais que certains d'entre nous, en grandissant, on a un petit peu étouffé pour du coup donner plus de place au côté mental, cérébral, etc. Mais qu'à la base on l'a tous, il suffit de se remémorer quand on était dans le jardin, qu'on construisait des cabanes, quand on était avec nos Playmobil et qu'on faisait des scénarios et des histoires pas possibles. Voilà. Sur la plage, faire des châteaux de sable. Exactement, on est tous créatifs. Mais certains d'entre nous, toi, tu as laissé cette créativité exploser et être complètement libre et intuitive et tout ça. Parce que même si on a pu vouloir me contraindre à certains moments, moi, j'ai jamais laissé faire ça. T'as jamais laissé faire ça. Et moi, à l'inverse, j'ai été dans une famille où la créativité, on n'en avait rien à secouer. Ce qui comptait, c'était les maths. Et du coup, j'ai suivi cette voie-là jusqu'à ce que quelqu'un me dise, mais en fait, vous êtes créative. Et que j'accepte. J'ai mis quelques années à dire, ouais, je suis créative. Alors, je ne suis pas créative sur tout, et comme tu le disais tout à l'heure, j'ai des zones où je ne suis absolument pas créative parce que je ne me l'autorise pas encore, tout simplement, typiquement le dessin, etc. Et puis d'autres zones où je sais que je suis vraiment créative parce que j'ai débranché un truc là-dedans et je m'autorise à faire. Et c'est hyper nourrissant et ça fait tellement de bien d'arriver à comprendre qu'on peut aussi faire ça. C'est vrai. Mais la pub, c'est moi qui l'ai fait, elle est géniale pour ça. C'est vraiment le symptôme de la surprise, le côté admiratif. Dans tes ateliers, à la fin, des fois, ils regardent, les gens disent c'est moi qui fais ça. T'as vraiment, il y a vraiment cette idée-là aussi. Toujours. Et inversement, j'ai des gens qui ont du mal à s'auto-complimenter, qui disent c'est pas mal. Alors du coup, ce que je leur dis, je dis ok. C'est votre enfant qui a fait ça, c'est votre meilleur ami qui a fait ça, c'est votre compagnon ou votre compagne qui a fait ça. Vous lui dites quoi? Ah ben je lui dis que c'est génial. Ok. Alors pourquoi c'est si difficile de vous le dire à vous-même? Et juste ça, juste cette phrase-là, ça permet de prendre conscience que on a du mal à s'auto-complimenter. Pourquoi? Parce qu'on met des notions d'excès, d'orgueil derrière, parce qu'on se dit que c'est pas très humble de faire comme ça. Mais là encore, c'est des croyances. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de se dire c'est chouette ce que j'ai fait, je suis vachement content de moi? Et puis il y a aussi l'idée, tu vois, tout à l'heure tu parlais quand on était enfant,
On autorise aux enfants de faire des dessins, voilà, de lâcher leur créativité à certains moments, parce qu'on leur dit à certains moments, bah là, ça y est, tu as le droit, tu es à la plage, tu fais ce que tu sais, maintenant que tu fais ça, après t'arrêtes, quand tu es à table, non, tu aimes bien, hein. Mais par contre, les adultes, ils n'ont jamais le droit. C'est ça. Et en fait, je pense qu'il faut aussi réfléchir à ça, à se dire, mais pourquoi est-ce que tout à coup, parce que je suis adulte, j'aurais plus le droit de me faire plaisir ou de me sentir bien. Mais du coup, tu ne crois pas si bien dire, parce que j'ai une anecdote qui me revient. Je te disais tout à l'heure que j'avais fait un bilan de compétences au retour de Nouvelle-Zélande pour découvrir ce que je voulais faire. Un bilan de compétences, c'est en général 8 séances. À la 7e séance, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. La cuisine thérapie était en train de grandir, mais je n'avais pas mis des mots dessus, j'étais complètement dans le flou. Et je suis allée dans un parc à Paris et j'ai vu des gamins jouer sur un trampoline. J'étais avec une amie et je lui ai dit oh, je rêverais d'aller sur un trampoline. Et elle m'a dit bah vas-y. Je lui ai dit bah non, te rends compte, je peux pas, t'as vu l'âge que j'ai, et puis ça va être interdit, et puis c'est pas... J'en ai des frissons, en fait, je ne reviens pas que les adultes ils aient des raisonnements comme ça. Mais parce que tu as eu la chance de grandir dans un environnement qui a favorisé ça. Mais je t'assure, ça a été un déclic, parce que j'ai trouvé l'idée de la cuisine thérapie quelques jours après, en me disant mais c'est pas possible que je m'interdise ça. Si ça se trouve, c'est même pas écrit que c'est interdit au plus de 30 ans, je sais pas quel âge j'avais à l'époque, mais au plus de 35 ans. En plus, c'est même pas écrit, quoi. Mais c'est dingue. Et c'est vraiment ça. Je me suis dit, mais la cuisine thérapie, c'est ça, enfin l'art thérapie, c'est ça, c'est oser, quoi. Ne vous dites pas, il faut arriver à tel résultat ou à telle chose à la fin. Dites-vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Enfin, je fais souvent ce geste, pardon, mais qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et moi, ce jour-là, j'ai eu une envie de trampoline. Pas ce jour-là, mais quelques temps après, j'ai exaucé mon rêve. Je suis montée sur un trampoline. T'aimes ça? Ouais, j'adore. C'est vraiment le truc, c'est un rêve de gosse que j'avais jamais, c'est con, hein, que j'avais jamais réalisé. Tu sais qu'il y a des parcours, des salles de trampoline, des trampoline park. Là, il y en a, mais c'est une maison remplie de trampolines. C'est ça, mais le rêve. Et là, les adultes ont le droit d'y aller. Hein. C'est bon. Mais c'est, comme tu dis, il faut s'autoriser à un moment. Prendre conscience qu'on s'interdit, parce que s'autoriser, c'est ça, hein, c'est un moment prendre conscience qu'on a une croyance qui nous limite, et puis se dire, mais merde, j'y vais. Et maintenant, je voudrais juste, avant qu'on termine, que tu nous parles de ton principal livre. Ouais, le premier en tout cas, Cuisine Thérapie, dis-moi comment tu cuisines et je te dirai qui tu es. Je vous l'écris, enfin je vais vous mettre le truc là parce qu'elle a parlé tellement vite. Oui, c'est vrai, pardon. Vous aurez les références, donc, écrit aux éditions Jouvence. C'est un livre que j'ai sorti assez vite en fait, donc si je devais le réécrire aujourd'hui, il serait bien plus riche, mais bon voilà, je l'ai sorti. Tu vas peut-être le retravailler. Pourquoi pas. Je l'ai écrit en septembre 2016, donc vraiment pas très longtemps après avoir démarré. C'est un livre en fait qui pose tous les grands principes de la cuisine thérapie, comment la méthode est construite, sur quoi elle se base, etc. Mais c'est surtout un livre pratico-pratique qui invite vraiment à un questionnement intérieur, à des exercices pratiques de créativité culinaire pour justement que les personnes puissent se questionner, commencer à amorcer une réflexion et pourquoi pas venir la continuer dans des ateliers. Mais en tout cas, l'idée c'est vraiment de pouvoir être autonome. Il y a notamment un certain nombre de questions qu'on peut se poser en lien avec la cuisine ou périphériques à la cuisine qui, à mon sens, quand on prend le temps de se questionner, éclaire vraiment des facettes de notre personnalité. Je t'en citais une tout à l'heure sur la place à table, mais il y en a plein d'autres. Ça donne envie. Voilà. J'ai envie d'en savoir plus et de faire mon petite analyse sur la cuisine. Je crois que je vais faire ça. Ok. Ouais, bah c'est super intéressant. Hein. Ouais. Bon, t'as un mot de la fin? Non, si, le mot de la fin, c'est tout ce que j'essaye de transmettre dans la cuisine thérapie. Donc, faites-vous confiance, suivez votre inspiration, lâchez avec les injonctions, les règles, tout ce qu'on vous a toujours dit que c'était comme ça qu'il fallait faire, et remettez un peu tout en question, quoi. Sans être rebelle, sans être l'adolescent qui envoie tout valdinguer, c'est pas du tout ça l'idée, mais mettez de la conscience dans ce que vous faites, et demandez-vous si ce que vous faites, vous le faites par automatisme, ou vous le faites vraiment par conviction, que c'est vraiment un truc qui vous tient à cœur, quoi. Juste ça, cette question-là, est-ce que ce que je suis en train de dire que j'ai envie de manger, c'est vraiment ce que j'ai envie de manger, ou c'est ce que je pense qu'il faudrait que je mange? Est-ce que ce que je suis en train de créer, est-ce que cette association que je suis en train de faire, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, ou c'est ce que j'ai vu dans un magazine et je me dis, allez, c'est inratable, pas la peine. Voilà, mettre un peu de conscience dans tout ça, se réveiller finalement.
Et j'étais en train de me demander, donc tu as un site Oui, internet j'ai un site internet. qui parle un peu de tout ça. Voilà. Et ouais, sur les réseaux, on peut te trouver. Oui, on peut me trouver sur Facebook, la page Cuisine Thérapie / Papy Créatif, parce qu'au départ je m'appelais Papy Créatif, le temps que j'assume le côté thérapie justement. Bah ça y est, t'as assumé, tu pourrais changer Non, maintenant. Facebook refuse. Il considère que les premières personnes me connaissent sous le Papy Créatif, donc j'ai pas le droit. Je suis sur Instagram de façon plus épisodique, mais c'est vraiment sur Facebook que je suis la plus active, et je suis bien sûr sur Twitter et sur LinkedIn aussi, de façon plus épisodique aussi. En fait, c'est vraiment Facebook où là j'y suis tous les jours. Ah ouais. Ouais. Tous les jours tu postes des trucs. Ouais, quasiment. C'est vrai. Ouais, Bon, toi t'es sérieuse. Ben, sur Facebook, ouais. Alors après Facebook c'est pas très sérieux non plus, hein, mais voilà. En tout cas sur Facebook je suis assez sérieuse, ouais, comme tu dis. Voilà. Bon bah écoute, c'est super, hein, merci beaucoup. Merci à toi. C'était vachement intéressant. Ouais. Et je pense que ça m'a éclairé sur ce que je fais. Sur ta propre... Et ouais, samedi, là j'ai un atelier de 3 jours là à Strasbourg, et je crois que je vais réfléchir à tout ça sérieusement. Génial. À ta dispo si tu as envie qu'on rééchange, et puis à votre dispo à tous si vous avez besoin d'échanger sur la cuisine thérapie. Ouais, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi Cécile.